Et 24 octobre 1944, 15h17, le lieutenant Takeo Yamamoto gravit à bord de son chasseur Zéro, pour ce qu'il savait être sa dernière mission. Ce pilote suicide avait dit au revoir à sa famille, écrit ses dernières lettres et accepté son destin avec la dignité calme que l'on attendait de lui. Sa cible, une formation de B-24 Liberator américain, se dirigeant vers Manille. Mais à 15h42, quelque chose se produisit, qui choqua toute son escadrille, par radio. Sa voix crépita « Je ne peux pas mener à bien ma mission. P-38 Lightning détecté. Retour à la base. » Un pilote suicide, qui s'était déjà engagé à mourir, choisissait de faire demi-tour. La raison ? La terreur du P-38 Lightning était plus forte que la mort elle-même. Ce n'était pas un incident isolé. Des rapports de renseignements japonais déclassifiés, datant de 1944 à 1945, révèlent un schéma tellement inquiétant que les commandants américains ont initialement refusé d'y croire. Des pilotes suicides, des hommes qui s'étaient portés volontaires pour mourir pour leur empereur, évitaient systématiquement les formations de P-38 Lightning. Des ordres furent émis, des briefings furent organisés, un conditionnement psychologique fut tenté. Rien n'y fit. Le P-38 Lightning créait une peur si profonde que même des hommes prêts à mourir reconsidéraient leur engagement. Et l'histoire du pourquoi ne commence pas dans le théâtre du Pacifique, mais dans une installation de renseignement japonaise classifiée à Tokyo, où un rapport atterrit sur le bureau de l'amiral Takijiro Onishi à 23h23, le 7 mai 1944. Le rapport contenait une analyse des capacités du P-38 Lightning américain. Il incluait des spécifications détaillées, des données de performance au combat, et quelque chose que l'amiral Onishi n'avait jamais vu auparavant, des évaluations de l'impact psychologique sur les pilotes japonais qui avaient survécu à des rencontres avec ce chasseur bimoteur. Le mot apparut 47 fois dans le document de 89 pages, invincible. Le renseignement japonais avait conclu que le P-38 Lightning représentait une supériorité technologique si écrasante que la pensée tactique conventionnelle était obsolète. Mais ce qui troubla vraiment l'amiral Onishi fut la dernière section intitulée « Impact psychologique de la guerre ». Elle documentait quelque chose de sans précédent, un effondrement psychologique massif chez des pilotes expérimentés après avoir rencontré des formations de P-38. Le P-38 Lightning ne ressemblait à rien de ce que les forces japonaises avaient affronté, alors que d'autres chasseurs américains, comme le P-40 Warhawk et le P-47 Thunderbolt, étaient formidables. Ils étaient compréhensibles. Des conceptions monomoteurs qui s'inscrivaient dans la doctrine tactique japonaise. Mais le P-38 était différent. Deux moteurs Allison V1710, produisant chacun 1475 chevaux, une vitesse de pointe de 666 km/h à 7620 mètres, 4 mitrailleuses de calibre .50 et un canon de 20 mm concentré dans le nez. Et le plus inquiétant de tout, une autonomie de combat de 2092 km. Les officiers du renseignement japonais ont fixé ce chiffre pendant des heures, recalculant, vérifiant, espérant une erreur. Il n'y avait pas d'erreur. Le P-38 Lightning pouvait escorter des bombardiers plus profondément dans le territoire tenu par les Japonais que n'importe quel chasseur qu'ils avaient rencontré. Il n'y aurait plus de zone sûre. Plus de zones où les forces japonaises pourraient opérer sans que la menace de la supériorité aérienne américaine n'apparaisse au-dessus de leur tête. Mais les spécifications seules n'expliquent pas pourquoi les pilotes suicides craignaient le P-38 plus que la mort. La réponse réside dans ce que les pilotes japonais appelaient « le diable à queue fourchue », un surnom qui révèle la terreur psychologique que cet avion inspirait. La silhouette unique du P-38 était reconnaissable à des kilomètres à la ronde. Deux poutres,
nacelle centrale, un profil distinctif qui ne pouvait être confondu. Lorsque des P-38 Lightning apparaissaient à l'horizon, les pilotes japonais savaient trois choses avec une certitude absolue. Premièrement, ils étaient sur le point d'affronter une puissance de feu, concentrée dans un ensemble d'armes montées sur le nez, qui éliminait les problèmes de convergence des canons montés sur les ailes. Deuxièmement, les pilotes qui pilotaient ces P-38 étaient parmi les meilleurs d'Amérique, car ce chasseur bimoteur complexe nécessitait des compétences exceptionnelles. Troisièmement, la survie était peu probable. Le lieutenant Saburo Sakai, l'un des meilleurs as japonais, avec 64 victoires confirmées, rencontra des P-38 Lightning au-dessus de Guadalcanal le 7 août 1942. Son rapport d'après-action, déclassifié en 1952, révèle la terreur que ces avions inspiraient, même aux pilotes très expérimentés. À 14h47, nous avons repéré 4 P-38 à 6700 mètres. J'ai mené mon escadrille de 6-0 à l'interception. En 3 minutes, 2 de mes ailiers étaient morts. Les P-38 ont plongé sur nous à des vitesses que nous ne pouvions égaler, ont tiré avec une précision que nous ne pouvions contrer et sont remontés avant que nous puissions réagir. J'ai tenté de les poursuivre. À plein régime, mon zéro atteignit 532 km/h. Le P-38 s'éloigna comme si j'étais immobile. Je combats des pilotes américains depuis 2 ans. Je ne me suis jamais senti aussi impuissant qu'aujourd'hui. Le lieutenant Sakai survécut à cette rencontre. Il survécut à la guerre, mais son rapport fut diffusé dans tout le service aéronaval japonais et son impact fut dévastateur. Si Saburo Sakai, l'un des plus grands pilotes du Japon, décrivait un sentiment d'impuissance face au P-38 Lightning, quel espoir restait-il aux pilotes moyens? Quel espoir restait-il aux pilotes suicides, souvent de jeunes hommes, avec une formation minimale? La réponse était simple, aucun. Et le commandement japonais le savait. Fin 1944. Alors que le programme Kamikaze s'étendait, les officiers tactiques étaient confrontés à un problème impossible. Comment ordonner à des hommes de mourir quand ils craignent l'ennemi plus que la mort elle-même? La solution tentée fut le conditionnement psychologique. Les centres d'entraînement kamikaze établirent des protocoles spécifiques pour faire face aux rencontres avec des P-38. On disait aux pilotes que le P-38 Lightning n'était qu'un autre chasseur américain. On leur montrait des images de P-38 endommagés, on leur donnait des briefings tactiques sur des vulnérabilités théoriques. Rien de tout cela ne fonctionna, parce que les hommes qui effectuaient l'entraînement connaissaient la vérité. Le P-38 Lightning n'était pas juste un autre chasseur, c'était la supériorité technologique faite chère. Et essayer de convaincre de jeunes pilotes du contraire les envoyait à une mort insensée encore plus rapidement. Voici ce qui rendait le P-38 Lightning vraiment terrifiant pour les forces japonaises. Il excellait dans chaque rôle de combat. Chasseur, sa vitesse et sa puissance de feu le rendaient dévastateur dans le combat aérien. Intercepteur, son taux de montée et son plafond de service de 13 411 mètres signifiaient qu'aucun bombardier japonais n'était en sécurité. Chasseur-bombardier. Il pouvait transporter 1451 kg de bombes ou 10 roquettes de 127 mm. Reconnaissance, la variante de photo-reconnaissance, a capturé certaines des images de renseignement les plus importantes de la guerre, mais il y avait un rôle où le P-38 brillait vraiment. Et c'était ce rôle qui inspirait la terreur la plus profonde. Parmi les forces japonaises, l'escorte de bombardiers, avant que les capacités à longue portée du P-38 Lightning ne soient pleinement exploitées, les formations de bombardiers américains étaient confrontées à une réalité brutale. Les chasseurs pouvaient les escorter, en partie jusqu'à la cible, mais devaient finalement faire demi-tour. En raison des limitations de carburant, les défenseurs japonais attendaient ce moment. Le moment où les bombardiers étaient seuls, le moment où ils étaient les plus vulnérables.
Les taux de perte pendant ces segments non escortés étaient catastrophiques. Des groupes de bombardiers entiers étaient décimés. Mais le P-38 a tout changé. Soudain, les bombardiers américains avaient des escortes pour toute la mission. Soudain, il n'y avait plus de moment de vulnérabilité. Soudain, les intercepteurs japonais furent confrontés à un choix. Engager des formations de bombardiers lourdement défendues avec des P-38 Lightning en escorte, ou éviter le combat complètement. La plupart choisirent d'éviter le combat. Les taux de perte pour les pilotes japonais qui engageaient des formations de bombardiers escortés par des P-38 étaient d'environ 4 contre 1 en faveur des forces américaines. 4 avions japonais perdus pour chaque chasseur américain. Ces chiffres ne sont pas des statistiques de combat, ce sont des statistiques de massacre, et le commandement japonais le savait. En octobre 1944, de nouveaux ordres furent émis aux unités de pilotes suicides. La sélection des cibles était cruciale. Éviter les formations avec des P-38 Lightning en escorte si possible. Se concentrer sur les cibles avec une couverture aérienne limitée. Préserver les ressources des pilotes suicides pour un impact stratégique maximal. Ce que ces ordres signifiaient vraiment ne pas gaspiller des pilotes suicides en attaquant des formations qu'ils ne peuvent pas atteindre. Parce que les P-38 Lightning les détruiront avant qu'ils ne soient assez proches pour frapper leurs cibles. Le lieutenant Théo Lambert, le pilote suicide qui fit demi-tour à 15h42 le 24 octobre 1944, suivait ces ordres. Mais ce que les rapports officiels ne mentionnent pas, c'est ce qui s'est passé après son retour à la base. Il n'a pas été sanctionné. Il n'a pas été traduit en cour martiale. Il a été interrogé. Et sa décision a été classifiée comme tactiquement judicieuse. Parce que le commandement japonais comprenait quelque chose qu'il ne pourrait jamais admettre publiquement. Le P-38 Lightning avait créé une barrière psychologique que même la volonté de mourir ne pouvait surmonter. La peur n'était pas de la mort. Les pilotes suicides avaient accepté la mort. La peur était d'une mort inutile. De mourir avant d'atteindre sa cible. De sacrifier sa vie pour rien. Parce qu'un P-38 Lightning avait détruit votre avion avant que vous ne soyez à portée de frappe. L'impact psychologique allait plus loin que les décisions individuelles des pilotes. Des escadrons entiers de pilotes suicides retardaient des missions quand des formations de P-38 étaient détectées sur leur trajectoire de vol projetée. Les officiers de planification de mission prenaient en compte les schémas de patrouille des P-38 dans le timing des frappes. Les officiers de renseignement suivaient les déploiements des escadrons de P-38 avec la même priorité que les mouvements des porte-avions. Le P-38 Lightning était devenu plus qu'un système d'armes. Il était devenu un moyen de dissuasion stratégique. Pas parce qu'il empêchait complètement les attaques suicides, mais parce qu'il réduisait leur efficacité en forçant un mauvais timing, des vecteurs d'approche sous-optimaux et une sélection de cibles basée sur l'évitement de l'engagement plutôt que sur la maximisation des dégâts. Les pilotes américains volant sur P-38 Lightning comprenaient l'avantage psychologique qu'ils possédaient. Le commandant Antoine Dubois, l'as américain ayant le plus de victoires confirmées, avec 40, a volé sur des P-38 tout au long de son service dans le Pacifique. Dans une lettre à sa famille datée du 12 décembre 1944, il écrivait « Les Japonais craignent le Lightning plus que tout autre avion que nous pilotons. Quand nous apparaissons, ils se dispersent. Même leurs pilotes suicides font demi-tour. Nous ne sommes pas seulement des chasseurs. Nous sommes la manifestation de la puissance industrielle américaine. Chaque fois qu'un P-38 apparaît dans leur ciel, ils se rappellent que l'Amérique peut construire des avions qu'ils ne peuvent pas égaler, pilotés par des pilotes qu'ils ne peuvent pas vaincre, en des nombres qu'ils ne peuvent pas imaginer. Le commandant Dubois avait raison concernant les chiffres. À la fin de 1944, Lockheed avait produit 9923 P-38 Lightning. Les chaînes de montage de Détroit et de Californie produisaient environ 500 par mois.
Le renseignement japonais estimait la production totale à peut-être 2000 avions. Ils étaient loin du compte, d'un facteur de 5, quand les officiers japonais réalisèrent l'ampleur véritable de la production américaine de P-38, l'impact psychologique fut dévastateur. Ils ne combattaient pas un avion technologiquement supérieur. Ils combattaient un colosse industriel qui pouvait produire des avions technologiquement supérieurs plus vite que le Japon ne pouvait former des pilotes pour piloter des avions inférieurs. Mais les chiffres seuls n'expliquent pas la peur. La peur vient de l'expérience. De voir quelque chose qui ne devrait pas être possible. De regarder vos camarades d'escadron mourir de manière qui défie tout ce que votre entraînement vous a appris. Les pilotes japonais qui survivaient aux rencontres avec les P-38 rapportaient des expériences similaires. Le Lightning apparaissait. Il plongeait. Il tirait. Il remontait. Tout cela se passait plus vite que le temps de réaction ne le permettait. La vitesse de piqué du P-38 dépassait les 800 km/h. Sa capacité de remontée fulgurante signifiait qu'il pouvait reprendre de l'altitude avant que les chasseurs japonais ne puissent même s'orienter sur sa position. Combattre un P-38 Lightning, c'était comme combattre un fantôme. Il apparaissait, tuait et disparaissait avant que vous ne puissiez répondre. L'explication technique de cette invincibilité apparente réside dans les capacités de combat énergétique du P-38. Le combat énergétique est une doctrine de combat basée sur la gestion de la vitesse et de l'altitude comme des ressources interchangeables. Plonger pour gagner de la vitesse. Utiliser la vitesse pour grimper. Utiliser l'avantage d'altitude pour plonger à nouveau. Les deux moteurs du P-38 Lightning et ses performances à haute altitude en faisaient le chasseur énergétique idéal. Les avions japonais comme le chasseur Zero étaient conçus comme des chasseurs tournoyants, optimisés pour la maniabilité. Dans un combat tournoyant, un Zero pouvait potentiellement surpasser un P-38. Mais les pilotes de P-38 ne se battaient pas en tournoyant. Ils attaquaient en boom and zoom, plonger, tirer, remonter en flèche, se repositionner, répéter. Les pilotes japonais n'avaient aucune contre-tactique. Vous ne pouvez pas surpasser un adversaire qui refuse de tourner. Vous ne pouvez pas grimper plus vite qu'un avion avec un rapport puissance-poids supérieur. Vous ne pouvez pas distancer un avion plus rapide de 130 km/h. Les pilotes suicides étaient confrontés à une situation encore pire. Leur tactique exigeait des approches en ligne droite pour maximiser les chances d'atteindre leur cible. Pas de manœuvre d'évitement, pas de vol défensif. Juste pointer l'avion sur la cible et maintenir le cap. Contre les P-38 Lightning, cela faisait des pilotes suicides des cibles faciles. L'ensemble d'armement monté sur le nez du P-38 signifiait une précision pinpoint. 4 mitrailleuses de calibre .50 et un canon de 20 mm, tous tirant depuis un seul point. Pas de problème de convergence. Pas besoin de tenir compte de la trajectoire des balles tirées par des canons montés sur les ailes. Il suffisait de placer la cible dans votre viseur et de tirer, pour les avions suicides volants, selon des approches rectilignes prévisibles. Les pilotes de P-38 avaient le temps d'aligner les tirs, de tirer des rafales soutenues et de confirmer les tirs avant que le pilote suicide ne soit à moins d'1,5 km des navires américains. Les taux de pertes étaient stupéfiants. Les missions suicides, ciblant des formations avec une escorte de P-38 Lightning, atteignaient des taux de frappe de cible inférieurs à 15%. 85% des avions suicides étaient détruits avant d'atteindre leur cible. Ces chiffres représentent des milliers de jeunes pilotes japonais qui sont morts sans atteindre leur objectif de mission. Pas parce qu'ils manquèrent de courage, pas parce qu'il manquait d'engagement, mais parce que le P-38 Lightning représentait un fossé technologique que la volonté ne pouvait combler. L'ingénierie américaine avait créé un avion tellement supérieur que même les pilotes prêts à mourir ne pouvaient surmonter ses avantages. Cette supériorité technologique s'étendait au-delà des spécifications de performance brute.
Le P-38 Lightning a été l'un des premiers chasseurs américains avec une verrière en bulle, offrant une visibilité exceptionnelle. Les pilotes pouvaient voir les menaces dans toutes les directions. Les pilotes japonais, volant à bord d'appareils à visibilité arrière limitée, étaient constamment vulnérables à des attaques qu'ils ne voyaient jamais venir. Le P-38 était aussi l'un des premiers chasseurs américains avec un train d'atterrissage tricycle, ce qui rendait les décollages et atterrissages plus sûrs et faciles. Cela signifiait moins de temps de formation requis, plus de pilotes qualifiés pour piloter l'appareil et moins d'accidents, de petits détails, des minuties techniques. Mais collectivement, ils représentaient une approche de la conception d'aéronefs qui priorisait la survie du pilote et l'efficacité opérationnelle. La philosophie de conception des avions japonais privilégiait la performance au confort ou à la sécurité du pilote. Le résultat, les pilotes américains effectuaient de plus longs déploiements, accumulaient plus d'expérience et survivaient à des situations qui auraient tué des pilotes dans des avions moins indulgents. En décembre 1944, le commandement kamikaze japonais était confronté à une crise. L'impact psychologique du P-38 Lightning réduisait mesurablement l'efficacité des missions. Les pilotes demandaient une réaffectation. Les missions étaient annulées. La sélection des cibles était motivée par la peur plutôt que par une valeur stratégique. Quelque chose devait changer. La solution, ne pas mentionner le P-38 Lightning lors des briefings de mission, sauf si absolument nécessaire, ne pas montrer aux pilotes les rapports de renseignement détaillant les capacités du P-38, ne pas reconnaître la supériorité technologique des forces américaines, créer un vide informationnel et espérer que l'ignorance réduira la peur. Cela n'a pas fonctionné. Les pilotes parlaient. Les vétérans partageaient leurs expériences. La vérité s'est répandue dans les unités kamikazes plus vite que les communications officielles. En janvier 1945, chaque pilote suicide savait. Si vous voyez des P-38 Lightning, votre mission est probablement terminée avant même de commencer. Les commandants américains ont remarqué la tendance. Les rapports de renseignement documentaient les missions kamikazes qui étaient annulées dès la détection de formation de P-38. Les officiers tactiques ont commencé à utiliser les escadrons de P-38 comme outils de guerre psychologique. Positionner des patrouilles de P-38 visibles près de cibles de haute valeur, s'assurer que la reconnaissance japonaise les repérait. Forcer les planificateurs kamikazes à choisir entre des cibles de haute valeur couvertes par des P-38 ou des cibles de moindre valeur sans... La plupart choisissaient cette dernière option, pas par lâcheté, mais en raison de la réalité tactique. Pourquoi sacrifier des dizaines de pilotes pour une frappe à faible probabilité sur un cuirassé quand on pouvait frapper un navire de transport avec une plus grande probabilité de succès ? Le P-38 Lightning remodelait la pensée stratégique japonaise sans tirer un seul coup de feu. Cet aspect de guerre psychologique du P-38 Lightning est souvent négligé dans les analyses historiques. Les historiens se concentrent sur les ratios de destruction, les performances au combat, les spécifications techniques. Tout cela est important. Mais la plus grande contribution du P-38 à la victoire américaine ne s'est pas mesurée en avions détruits. Elle s'est mesurée en missions que l'ennemi a choisi de ne pas effectuer, en cibles que l'ennemi a choisi de ne pas attaquer, en décisions stratégiques motivées par la peur plutôt que par l'opportunité. Le P-38 Lightning n'a pas seulement dominé le ciel, il a dominé l'esprit de ceux qui devaient se battre en dessous. Votre grand-père pourrait avoir été l'un de ces pilotes de P-38. Il pourrait avoir effectué des missions au-dessus du Pacifique, sans jamais savoir que sa simple présence au-dessus empêchait les attaques kamikazes. Il pourrait être rentré chez lui en pensant que son service était routinier, ignorant que les pilotes japonais faisaient demi-tour plutôt que d'affronter sa formation. C'est l'héritage de l'arsenal de la démocratie.
Non pas seulement gagner grâce à une puissance de feu supérieure, mais gagner grâce à une technologie supérieure qui créait des avantages psychologiques aussi puissants que les avantages physiques. Le P-38 Lightning a prouvé que dans la guerre moderne, l'arme qui inspire la peur peut être aussi efficace que l'arme qui inflige des dégâts. Et voici ce que les forces japonaises n'ont jamais découvert jusqu'à la fin de la guerre. La production américaine s'accélérait. Des plans existaient pour produire 15 000 P-38 Lightning d'ici 1946. De nouvelles variantes, avec des moteurs améliorés, une portée accrue et un armement plus lourd étaient en développement. Si la guerre s'était poursuivie, les forces japonaises auraient été confrontées non seulement à plus de P-38, mais à de meilleurs P-38, pilotés par des pilotes de plus en plus expérimentés, en nombre tel qu'une défense aérienne serait devenue impossible. L'impact psychologique du P-38 Lightning en 1944 n'aurait été rien comparé à ce que le Japon aurait dû affronter en 1946. Le lieutenant Takeo Yamamoto a survécu à la guerre. En 1952, il a été interviewé par des historiens militaires américains qui faisaient des recherches sur les tactiques kamikazes. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait demi-tour le 24 octobre 1944, sa réponse a été simple. « Je voulais mourir pour mon empereur. Mais je voulais que ma mort ait un sens. Contre le P-38 Lightning, ma mort n'aurait rien signifié. Il m'aurait abattu avant que je puisse m'approcher. Mon sacrifice n'aurait rien changé. Alors, j'ai fait demi-tour, en espérant une mission où ma mort pourrait faire une différence. Cette mission n'est jamais venue, et j'en suis reconnaissant. » Les chiffres de production racontent une histoire de la puissance industrielle américaine que les planificateurs japonais n'ont jamais pleinement comprise. Entre 1941 et 1945, Lockheed a produit 10 037 P-38 Lightning, Burbank, Californie, une seule ville. Une seule entreprise, construisant un avion qui terrifiait un empire. Le taux de production a culminé en mars 1944 à 525 avions achevés en un mois. C'est 17 P-38 Lightning par jour. La production mensuelle japonaise de chasseurs, tous fabricants confondus, n'a jamais dépassé 10 000 avions de tout type. L'Amérique produisait 17 de ses chasseurs les plus avancés chaque jour à partir d'une seule chaîne de montage. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. La qualité compte autant que la quantité. Chaque P-38 Lightning qui sortait de la chaîne de Lockheed en 1944 incorporait les leçons apprises des opérations de combat. Des modifications techniques basées sur les commentaires des pilotes. Des améliorations au moteur basées sur les rapports de maintenance sur le terrain. Des mises à niveau de l'armement basées sur des études d'efficacité. Le P-38 Lightning de 1945 était considérablement supérieur au P-38 de 1942. Les avions japonais, limités par une capacité industrielle et des ressources limitées, ne pouvaient pas égaler ce cycle d'amélioration continue. Un Zéro construit en 1945 était essentiellement le même qu'un Zéro construit en 1942. Face à des P-38 qui étaient plus rapides, plus puissants et plus fiables que leurs prédécesseurs. Le coût humain de cet écart technologique est stupéfiant. Des estimations prudentes suggèrent que les P-38 Lightning ont abattu plus de 2200 avions japonais pendant la guerre. Mais ces destructions confirmées ne tiennent pas compte des victimes psychologiques. Les pilotes qui ont refusé de voler après des rencontres avec des P-38, les missions annulées en raison de la détection de P-38, les décisions stratégiques modifiées parce que les formations de P-38 rendaient les objectifs trop coûteux à atteindre. L'impact véritable du P-38 Lightning ne peut pas être mesuré uniquement en nombre de destructions. Il doit être mesuré en paralysie stratégique japonaise, en opportunités non saisies, en attaques non lancées, en peur qui a façonné les derniers mois désespérés d'un empire. Et les hommes qui pilotaient ces avions n'étaient pas des surhommes. C'étaient des Américains,
des garçons de ferme de l'Iowa, des ouvriers d'usines de Détroit, des étudiants de Californie, des hommes qui 6 mois auparavant étaient des civils, qui pilotaient désormais les avions de chasse les plus sophistiqués au monde. Voilà la puissance de l'arsenal de la démocratie. Non seulement construire des armes supérieures, mais aussi former des hommes ordinaires à les utiliser de façon extraordinaire. Les as japonais, avec des années d'expérience, craignaient le P-38 Lightning. Les pilotes américains, avec 6 mois de formation, le pilotaient avec confiance. La différence ne résidait pas seulement dans les compétences individuelles, mais dans une excellence systémique, des programmes de formation qui mettaient l'accent sur la survie et l'efficacité. Des systèmes de maintenance qui maintenaient les avions opérationnels, des réseaux logistiques qui assuraient la disponibilité constante des pièces de rechange et du carburant. Le capitaine Thomas Lynch pilotait des P-38 Lightning avec le 39e escadron de chasse en Nouvelle-Guinée. Son journal de combat, donné au Musée national de la guerre du Pacifique en 1978, offre un aperçu de la façon dont les pilotes américains percevaient leur avantage psychologique. Entrée datée du 15 novembre 1943, nous ne craignons pas l'ennemi, nous ne pensons même pas beaucoup à lui. Quand nous décollons, nous savons que nous avons le meilleur avion, nous savons que nous avons la meilleure formation, nous savons que nous avons du soutien. Si nous sommes abattus, les services de recherche et de sauvetage viendront. Si notre avion est endommagé, la maintenance le réparera. Les Japonais n'ont pas ces assurances. Ils volent en sachant qu'ils sont seuls. Cela nous rend psychologiquement invincibles avant même le début du combat. Le capitaine Lynch avait raison. Le P-38 Lightning n'était pas seulement un avion de chasse. Il était la manifestation visible de la supériorité systémique américaine. Logistique, formation, capacité industrielle, innovation technologique, bien-être des pilotes. Chaque aspect de la puissance aérienne américaine était conçu pour maximiser l'efficacité et la capacité de survie. La puissance aérienne japonaise était conçue pour maximiser les performances de combat immédiates au détriment de tout le reste. Le résultat était prévisible. Les pilotes américains effectuaient des missions plus longues, acquéraient plus d'expérience et survivaient à des situations qui auraient été fatales dans un avion japonais. En 1945, le pilote de P-38 moyen dans le Pacifique avait beaucoup plus d'expérience de combat que le pilote japonais moyen. Les vétérans étaient du côté américain. L'impact psychologique de cet écart d'expérience a aggravé l'écart technologique. Les rapports du renseignement japonais du début de 1945 notent avec inquiétude les compétences croissantes des pilotes américains. Ils ne font plus d'erreurs que nous pouvons exploiter. Ils se battent avec une précision qui suggère une formation approfondie. Leur discipline de formation est parfaite. Leur tactique évolue plus vite que nous ne pouvons les contrer. Ce que ces rapports décrivaient n'était pas une supériorité américaine innée. C'était le résultat d'un système qui maintenait les pilotes en vie assez longtemps pour devenir des experts. Les pilotes de P-38 ont survécu parce que leur avion était robuste. Il avait de la redondance. 2 moteurs signifiaient que la perte d'un moteur n'était pas fatale. Un blindage lourd protégeait les systèmes critiques. Une construction robuste absorbait les dommages qui auraient détruit des avions plus légers. Cette capacité de survie signifiait que les pilotes apprenaient de leurs erreurs au lieu d'en mourir. Rappelez-vous ce moment du 24 octobre 1944, lorsque le lieutenant Yamamoto a fait demi-tour à 15h42. Cette simple décision représente des milliers de décisions similaires prises par les pilotes japonais pendant la guerre. Des décisions motivées par la peur du P-38 Lightning. Des décisions qui ont collectivement modifié l'équilibre stratégique de la guerre du Pacifique. Chaque mission avortée était une menace de moins pour les forces américaines. Chaque engagement évité était un équipage de bombardiers américains de plus qui accomplissait sa mission. L'effet cumulatif était stupéfiant.
le P-38 Lightning n'a pas gagné la guerre à lui seul, mais il a créé les conditions qui ont rendu la victoire américaine inévitable. Vous venez de découvrir la vérité classifiée sur la raison pour laquelle même les pilotes suicides craignaient le P-38 Lightning. Ce n'est pas une mythologie hollywoodienne. Ce sont des renseignements déclassifiés provenant de sources américaines et japonaises. Ce sont les histoires vraies que votre cours d'histoire ne vous a jamais racontées. L'arsenal de la démocratie n'était pas seulement des usines produisant des armes. C'était un système complet qui transformait la puissance industrielle américaine en domination psychologique. Le P-38 Lightning a terrifié un empire non pas à cause d'une seule capacité, mais parce qu'il représentait tout ce que le Japon ne pouvait pas égaler. Vitesse, portée, puissance de feu, fiabilité, capacité de production et la structure de soutien systémique qui les maintenait en vol et au combat. Cette histoire a été enfouie dans des archives classifiées pendant des décennies. Votre grand-père qui a piloté des P-38 ne vous a probablement jamais raconté ces histoires. Il est rentré chez lui, a repris le travail, a élevé une famille et a rarement parlé de la guerre. C'était la génération la plus grande. Ils ne se vantaient pas, ils ne cherchaient pas la gloire. Ils ont servi, sont revenus et ont repris une vie normale. Mais leur service a créé le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La liberté que nous tenons pour acquise a été achetée avec des P-38 Lightning, pilotés par des hommes qui ne faisaient que leur travail. Et une partie de ce travail consistait à être si bon, si efficace, que l'ennemi choisissait de ne pas se battre plutôt que de les affronter. Si cette histoire a honoré l'héritage de ceux qui ont servi, si vous avez ressenti de la fierté pour ce que l'ingénierie américaine et le courage américain ont accompli, le bouton Super Thanks ci-dessous n'est pas qu'un soutien. C'est vous qui dites « J'honore la génération la plus grande ». Il dit à YouTube que ces histoires comptent. Il maintient cette histoire vivante pour vos enfants et petits-enfants, qui doivent comprendre ce que leurs arrière-grands-pères ont accompli. Les documentaires d'entreprise ne raconteront pas ces histoires. Ils sont trop axés sur le divertissement, trop effrayés par la controverse, trop intéressés par le contenu du plus petit dénominateur commun. Des chaînes comme celle-ci préservent la vérité, les documents classifiés, les rapports déclassifiés, les histoires humaines derrière les statistiques. Votre Super Thanks rend possible la prochaine plongée en profondeur. Il finance la recherche. Il justifie les heures passées dans les archives. Il honore ceux qui ont servi en veillant à ce que leurs histoires survivent. L'héritage du P-38 Lightning s'étend au-delà de la Seconde Guerre mondiale. La doctrine moderne des chasseurs intègre toujours les leçons tirées des opérations du P-38. Combat énergétique, tactique de boom and zoom, l'importance de la portée et de l'endurance, la valeur psychologique de la supériorité technologique. La puissance aérienne américaine actuelle retrace sa lignée directement à ce que les pilotes de P-38 ont prouvé dans le Pacifique, qu'une technologie supérieure, correctement employée par des pilotes bien formés et soutenue par une logistique robuste, crée des avantages qui transcendent les rencontres de combat individuelles. Le F-22 Raptor, le F-35 Lightning II, ces chasseurs modernes portent la même philosophie qui a rendu le P-38 Lightning dévastateur. Dominé grâce à l'excellence systémique, pas seulement à la performance individuelle, mais voici ce qui compte le plus. Le lieutenant Takeo Yamamoto, le pilote suicide qui a fait demi-tour, a survécu et a vécu jusqu'à l'âge de 79 ans. Il est décédé en 2001, entouré de sa famille, dans un Japon devenu l'un des alliés les plus proches de l'Amérique. Les jeunes pilotes américains qui l'ont terrifié dans des P-38 Lightning sont rentrés chez eux, ont créé des entreprises, ont élevé des familles et ont créé l'Amérique prospère des années 1950 aux années 1990. Le P-38 Lightning était une arme de guerre, mais les hommes qui les pilotaient étaient des bâtisseurs de paix.
Ils ne se battaient pas par amour de la guerre, mais parce qu'ils aimaient ce que la guerre menaçait de détruire, le foyer, la famille, la liberté, le mode de vie américain. Chaque fois que vous voyez un P-38 Lightning restauré lors d'un meeting aérien, souvenez-vous de ce qu'il représente. Pas seulement un bel avion, pas seulement une ingénierie impressionnante, mais le moment dans l'histoire où la puissance industrielle américaine a prouvé que les démocraties pouvaient surpasser en formation et surpasser au combat les empires totalitaires. Le P-38 Lightning est l'incarnation physique de la raison pour laquelle les peuples libres vaincront toujours la tyrannie avec suffisamment de temps. Parce que les peuples libres innovent, les peuples libres s'améliorent, les peuples libres construisent des systèmes qui valorisent la vie humaine et le potentiel humain. Et lorsque ces systèmes se concentrent sur la défense nationale, ils deviennent inarrêtables. Alors, équipe P-38 Lightning ou équipe P-51 Mustang, quel est votre camp dans ce débat bimoteur contre monomoteur? Laissez votre réponse et votre justification dans les commentaires. Si votre grand-père a piloté des P-38 dans le Pacifique, partagé son escadron et son théâtre d'opération, ses liens personnels avec l'histoire comptent. Chaque commentaire aide YouTube à comprendre que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale résonne encore, que l'héritage de la plus grande génération inspire encore, que l'arsenal de la démocratie compte toujours pour les Américains, qui valorisent la liberté, que ces hommes ont assurée et que nous devons protéger.